Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Au nom du service du Parlement, je vous souhaite la bienvenue ici dans la salle des Pas Perdus et je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Si notre forum de discussion en est aujourd'hui à sa 3e édition depuis le lancement au mois de janvier de cette année, cette soirée n'en est pas moins une première car elle est organisée, et c'est rare, uniquement en français. Il y en aura d'autres, je vous le promets. Ce forum, mesdames et messieurs, a pour but de vous faire découvrir l'institution parlementaire, les tâches qui lui incombent, les organes qui la composent et les différents acteurs qui l'animent. Mais nous voulons aussi, avec ces causeries de la salle des Pas Perdus, comme je les appelle, vous surprendre en vous présentant des aspects inhabituels ou inattendus de l'institution parlementaire. Mais ce que nous souhaitons surtout, c'est aussi dialoguer avec vous. La démocratie, vous le savez, se nourrit de propositions de la société et celle-ci cherche depuis tout temps à faire valoir des intérêts auprès des élus. Notre salle des Pas Perdus est un point focal, un point de rencontre. C'est un lieu en mouvement où les gens vont et viennent et où les idées, issues des 4 coins du pays et parfois même de l'étranger, et sur les domaines les plus variés, convergent. La salle des Pas Perdus, j'ai coutume de le dire, c'est un foyer. D'abord, c'est un lieu d'incandescence, à l'instar d'un foyer dans une cheminée. Mais foyer, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où on se sent bien, comme le foyer familial. Mais la salle des Pas Perdus, c'est aussi un foyer comme lieu de convergence ou de réfraction d'idées, à l'instar du foyer d'une lentille optique. L'entretien d'aujourd'hui sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube du Parlement et des extraits seront diffusés sur la chaîne d'info en continu de la RTS. Le débat tout à l'heure sera animé par Pierre Nebel, correspondant de longue date de la RTS au Palais fédéral, qui présentera tout à l'heure les invités. Au cours de la prochaine heure et demie, nous nous intéresserons à la question de savoir si le système de milice en politique, à l'échelon national, mais peut-être aussi à l'échelon cantonal et communal, est devenu une illusion. C'est un système pourtant qui nous est cher et que nous défendons avec fierté, car je crois pouvoir le dire, il est assez unique au monde. Une étude commandée par le Parlement sur la charge de travail représentée par un mandat parlementaire donne à penser que l'on s'écarte de plus en plus de ce système. Il ressort de cette étude en effet que le taux d'activité d'un parlementaire correspond à une charge de travail de 50% lorsque l'on prend en considération uniquement le travail durant les sessions et le travail lié aux activités dans les commissions, et que ce taux d'activité atteint plus de 70, voire même 80%, si l'on prend en considération l'intégralité des activités liées au mandat parlementaire. Les parlementaires qui seront réunis tout à l'heure au podium nous feront part de leur réalité. Mais avant toute chose, je souhaiterais donner la parole au politologue Andrea Pilotti, qui est bientôt un habitué chez nous, dont l'article « L'Assemblée fédérale et le passage inachevé du dignitaire aux politiciens professionnels » servira de toile de fond au débat de tout à l'heure. Chers invités, les sujets de discussion ne manqueront pas assurément et je passe la parole maintenant à Andrea Pilotti. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Bonsoir à toutes et à tous. C'est donc avec beaucoup de plaisir que, comme a été dit tout à l'heure par Monsieur Schwab, je vais un petit peu introduire cette soirée dédiée au système de milice. Tout d'abord, donc, j'aimerais remercier les services du Parlement pour l'organisation de cette soirée, ainsi que pour l'invitation qui m'a été faite pour présenter cette contribution que j'ai pu donc publier dans le cadre d'un numéro de la revue d'Histoire Traverse, que vous voyez ici. Je fais un petit peu de publicité c'est jamais mauvais en soi, je pense, dans ce cadre-là. Un numéro donc consacré au pouvoir et à la représentativité des parlements en Suisse après 1848. Et ça me donne aussi l'occasion de remercier, il est là dans la salle, Andreas Baer,
qui a été le véritable initiateur de ce projet éditorial. Je me rappelle, il y a à peu près un petit peu plus de 3 ans, il a eu l'aimabilité de me solliciter, de m'impliquer pour ce projet. Une proposition que j'ai bien très volontiers acceptée, et j'ai pu partager donc cette expérience avec aussi Ruth Lüthi et Martin Graf. Et ça a donc donné ce numéro de cette revue, dans laquelle donc j'ai eu le plaisir de rédiger cette contribution, l'Assemblée fédérale et le passage inachevé du dignitaire au politicien professionnel. Alors, quel est le point de départ qui m'a amené à cette réflexion? C'est, on va dire, une étude qui désormais fait référence dans la recherche en sciences politiques en matière d'études parlementaires, notamment sur le recrutement parlementaire. C'est une étude dirigée il y a quelques années par 2 professeurs, le professeur Heinrich Best de l'université de Jena en Allemagne et Maurizio Cotta de l'université de Sienne en Italie. Et les deux chercheurs, avec aussi d'autres chercheurs, une certaine équipe de collaborateurs et chercheurs, sont penchés sur la question de l'évolution du profil des parlementaires dans différents législatifs européens depuis 1848 à nos jours. Et une des conclusions auxquelles les recherches de Best et Cotta sont arrivées, c'est donc de développer une typologie, d'identifier une typologie de parlementaires qui, au fil du temps, ont dominé, on va dire entre guillemets, les parlements européens. Et pour être rapide, il y a deux extrêmes dans cette typologie. Évidemment, ces typologies, il faut les prendre avec un petit peu des pincettes, donc ça se prête aussi à discussion. Mais d'une part, on a la figure du dignitaire, donc c'est la figure du parlementaire qui est prédominante au cours du 19e siècle. Et c'est en contexte, donc celui du 19e siècle, marqué d'une part par une faible professionnalisation. Donc c'est pas encore le temps de rémunérer les élus nationaux pour leur fonction élective, et d'autre part aussi dans un contexte que les Best et Cotta définissent de faible démocratisation. On est dans un contexte donc où les élections se tiennent encore avec un suffrage censitaire. Et au fil du temps, ce que les chercheurs et leurs collaborateurs ont constaté, c'est que dans les différents parlements européens, il y a une tendance similaire au passage, très souvent de manière assez précoce, à cette figure du politicien professionnel, une figure donc qui est propre et qu'on retrouve dans différents législatifs nationaux. Et ce qui est intéressant, donc c'est un petit peu ça le point de départ de ma réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que la Suisse n'a pas été incluse dans cette réflexion, et cela, ça m'a amené quelque part à me poser la question de quelle manière ce passage a pu se faire aussi en Suisse. Et c'est donc un petit peu la question que je me suis posée, que j'ai essayé à laquelle j'ai essayé de répondre en collectant toute une série de informations de 1848 à 2016 pour les parlementaires suisses, dans le cadre aussi des activités que je mène, avec les collègues de l'Observatoire des élites suisses de l'Université de Lausanne, un observatoire qui a été cofondé et qui est co-dirigé entre autres par le professeur André Mack, ici présent ce soir. Donc pour essayer d'illustrer et de mesurer donc comment ce passage a pu se faire aussi en Suisse du dignitaire au politicien professionnel, j'ai identifié 3 indicateurs. À la fois l'origine sociale des parlementaires, deuxième indicateur, les liens familiaux que ces parlementaires entretiennent avec les élites, des personnalités de premier plan au niveau politique, économique, de l'administration publique ainsi que du domaine académique. Et troisième indicateur, c'est la profession principale. Parce que l'hypothèse de départ, c'est que dans les parlements dominés par cette figure du dignitaire, les parlementaires sont notamment issus de la moyenne grande bourgeoisie. Ils font preuve quand même de liens familiaux très importants. Ils sont fils, petits-fils, frères de n'importe qui, mais quand même de grandes personnalités de françaises, anglaises, allemandes, etc. Et puis il y a évidemment l'idée que la profession principale la plus répandue dans ces parlements de dignitaires, ce sont les professions libérales, donc plutôt les notables. Qu'en est-il de la Suisse? Donc c'est effectivement la question à laquelle j'ai essayé de répondre. Eh bien, j'ai pu constater qu'en Suisse aussi, on observe donc ce passage du dignitaire au politicien professionnel, mais ce passage, et ça c'est quand même un élément tout à fait frappant, en Suisse se fait de manière beaucoup plus lente, et c'est un passage qui s'avère inachevé.
Car aujourd'hui encore, en termes de composition sociale de notre Parlement, il s'avère que beaucoup d'élus sont encore issus de la petite et moyenne bourgeoisie, alors que les élus issus des classes ouvrières ou fils de petits salariés représentent encore une petite minorité. Deuxième élément, sur le plan professionnel, il y a toujours une forte prédominance des professions indépendantes. Alors que la présence des salariés, que ce soit du public ou du privé, reste marginale. Et là, à nouveau, la Suisse fait exception parce que c'est quand même ça s'écarte par rapport aux évolutions qu'on a pu observer dans tous les autres parlements européens. Et le seul élément, on va dire, de démocratisation, c'est que aujourd'hui, pour siéger sous la coupole fédérale, il s'avère moins important d'être fils, petit-fils ou frère dans l'ancien Conseil fédéral, dans l'ancien Conseil d'État ou bien dans prof d'université. Mais ceci dit, et je termine là-dessus, ce passage en Suisse s'est fait de manière tardive. Reste inachevé et quelque part, enfin, ce qui est intéressant, c'est que cette spécificité suisse, ce Sonderfall suisse, est quelque part lié, tributaire du système de milice. Le système de milice a quelque part donc ralenti sensiblement ce passage de la figure du dignitaire au politicien professionnel et en même temps a ralenti une certaine diversification du profil socio-professionnel des élus fédéraux, une diversification qu'on observe ailleurs beaucoup plus rapidement, enfin beaucoup plus avant dans le temps. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous accueillons nos invités ici autour de moi. Ils prennent leur place. Monsieur Mac ici. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent en direct, en ligne. Bienvenue à cette discussion sur le système de milice en Suisse, ses vertus, ses faiblesses, son éventuelle disparition si le trend actuel vers la professionnalisation devait se poursuivre. Je me présente, je m'appelle Pierre Nebel, je suis journaliste de la RTS, je travaille pour le téléjournal et je suis correspondant parlementaire ici à Berne. Je vous présente également les invités de ce soir. Je commence par la gauche. Il y a ici Alice Glauser, conseillère nationale UDC du canton de Vaud. À côté d'elle, André Mac, qui a un peu une double casquette. Vous êtes professeur associé à l'Institut des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, spécialiste, vous êtes beaucoup intéressé aux questions du système de milice en Suisse, mais vous avez aussi une autre casquette. Vous êtes conseiller communal PS de la ville de Lausanne, donc vous êtes aussi un représentant du système de milice suisse. À ma droite, Philippe Schwab, le maître de ces lieux, pour ainsi dire, secrétaire général de l'Assemblée fédérale, et cela depuis 2013. Et à sa droite, Raphaël Comte, conseiller aux États PLR du canton de Neuchâtel. Madame, messieurs, encore une fois, bienvenue. On vient de l'entendre, c'est un fait qu'on trouve dans l'étude de monsieur Andrea Pilotti. Il y a toujours plus de politiciens professionnels, c'est-à-dire des politiciens dont l'entièreté du revenu vient de leur activité en politique. On est passé, et c'est assez impressionnant, ça montre quand même la force de ce mouvement, de 8% en l'an 2000 de politiciens professionnels, donc de politiciens ici, de conseillers, de parlementaires fédéraux professionnels, à 24% aux dernières élections en 2016. Presque un quart du Parlement. Alors, je propose de commencer cette discussion par un petit tour de table. Je vais poser la question aux trois élus du peuple qui se trouvent autour de cette table. Quel pourcentage de votre temps vous consacrez à la politique? D'abord, vous, Madame Glauser, très rapidement. Je pense que je consacre environ 60% de mon temps. Monsieur Mac, vous êtes politicien communal, c'est combien de pourcentage? C'est beaucoup plus faible, je suis plutôt à 5-10% pour le conseil communal de Lausanne. Donc on parle bien là du temps de travail, enfin du temps consacré à ça. Monsieur Comte, combien de votre temps est consacré à la politique? 100%. Voilà, et je continue avec la deuxième question.
quel pourcentage de vos revenus financiers viennent de la politique de vos indemnités? Alors, les choses sont très transparentes puisque je siège à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc tous mes revenus sont sur Internet. Ça signifie que j'ai à peu près 20 000 francs de revenus en dehors de mon mandat politique et tout le reste, c'est mon mandat politique. J'ai pas le chiffre en tête, mais vous pouvez le trouver sur Internet. D'accord, donc plus de 80% qui vient de votre activité de conseiller aux États. Même question pour vous, ça rapporte beaucoup d'être conseiller communal à Lausanne? En tout cas, moins qu'au Parlement fédéral. On est autour des indemnités, autour de 2-3 000 francs. Il y a une partie qui est reversée au parti socialiste de Lausanne. Ça fait autour des 2-3 000 francs par année. Donc c'est vraiment pas votre source principale, hein? Non. D'accord. Madame Glauser, je ne sais pas si vous pouvez dire un pourcentage, mais vos revenus financiers, ils viennent d'où? Alors, mes revenus financiers proviennent particulièrement de mon mandat à Berne, puisque en tant que femme vigneronne paysanne et femme d'un agriculteur, je ne suis pas salariée. C'est mon mari qui gagne la vie du couple. Et donc, mon revenu vient de mon mandat à Berne. Mais bien sûr que avec si votre mari, pas... votre exploitation, une partie de vos revenus familiaux proviennent de votre exploitation. Tout à fait. Vous n'êtes pas 100% dépendante de votre activité financière ici au Parlement. Pas du tout. Très bien. Alors, on poursuit directement avec vous, Madame Glauser. Vous faites partie de l'UDC, un parti qui aime le système de milice. Vous, ce trend très clair en direction d'une professionnalisation, est-ce que vous trouvez ça bien ou est-ce que ça vous inquiète? Je dirais franchement que cela m'inquiète un petit peu parce que j'ai peur que, en fait, cette professionnalisation de la politique ne soit plus le reflet, le miroir de la population. Je pense que la population aime envoyer à Berne des gens qui lui ressemblent, des gens qui ont peut-être des travaux, des professions qui sont les leurs, ou bien des soucis qui soient portés par des gens qui sont dans leur région ou dans leur niveau social. Donc je pense que pour moi, qui suis milicienne, c'est vrai, je préférais en tout cas garder cette politique de milice. Il s'agit juste de la proximité avec la population ou il y a aussi d'autres vertus que vous voyez au système de milice pure? Alors, efficacité. Je dirais que efficacité, je pense que un politicien professionnel doit être aussi efficace, si ce n'est plus, puisqu'il serait professionnel. Mais je pense que peut-être le milicien serait peut-être moins cher. Maintenant, je ne sais pas. Je n'ai pas de somme ni de salaire à sortir là, mais je me demande s'il n'est pas moins cher. Puisque le milicien a une profession, il peut quand même compter aussi sur sa profession pour gagner une partie de son salaire. Même question à vous, Raphaël Comte. Vous le dites de manière très transparente, vous êtes politicien professionnel. Ce mouvement très clair, on a vu tout à l'heure, qui a existé en Europe, dans les autres parlements, qui rattrape la Suisse, c'est quelque chose qui doit inquiéter ou bien c'est une vertu helvétique qu'on est en train de perdre ? Je crois qu'on a un Parlement qui est assez varié. C'est difficile de faire un type unique du parlementaire. Il y a 246 parlementaires, ils sont chacun différents. La charge de travail est différente, le Conseil national et le Conseil des États. Donc finalement, être parlementaire, c'est pas un métier, c'est une activité. Et c'est une activité qui est assez prenante. Personnellement, si on décidait demain de me supprimer la moitié de mes séances et de mon travail, je serais peut-être satisfait. Je pourrais effectivement consacrer du temps à une autre activité, une activité parallèle. Mais au vu du nombre de séances, des tâches qu'il y a à faire, c'est relativement complexe. Donc je pense qu'il faut aussi savoir si on attend des parlementaires qu'ils examinent les dossiers de manière approfondie ou si on accepte qu'ils les examinent de manière beaucoup plus superficielle. Et si on veut vraiment les examiner de manière approfondie, eh bien ça prend vite du temps. Alors après, est-ce que ça nous déconnecte de la réalité ? On
consacre aussi beaucoup de temps à rencontrer nos concitoyens. Il y a l'activité parlementaire pure, mais on ne passe pas notre temps dans une tour d'ivoire, ici dans ce magnifique lieu. On passe énormément de temps à la rencontre de citoyens, à des manifestations, à des assemblées. Et donc ça, c'est très important. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'après, la population nous fait confiance. Si on fait uniquement les trajets entre notre domicile et Berne, il y a assez peu de chances pour qu'on soit élu. Donc on peut et on doit bien évidemment soigner les contacts avec la population, mais on peut le faire aussi d'une autre manière. Et ce qui est important, c'est d'avoir un système qui permette de convenir aux 246 parlementaires. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un système qui permet à la fois à certains parlementaires d'être professionnels, mais aussi à d'autres de continuer leurs activités. Et c'est la force finalement du Parlement suisse. On a déjà entendu quelques arguments, l'argument en faveur du système de milice, la proximité avec les citoyens, peut-être aussi l'aspect d'économicité du système de milice. De l'autre côté, la question de la professionnalisation nécessaire. On a besoin de temps pour connaître les dossiers. Je vais prendre un peu ces arguments les uns après les autres, les dérouler au fil de cette soirée. J'aimerais commencer par cette question du temps. Et puis là, je me tourne vers Philippe Schwab. Justement, un des arguments qui milite en faveur de la disparition ou du retrait du système de milice, c'est la charge de travail, toujours plus importante. On ne peut pas exercer sérieusement le métier, si on peut parler de métier, le métier de parlementaire, si on a une activité annexe. Vous êtes entré en 1994, il y a 25 ans, au service du Parlement. À l'époque, vous étiez secrétaire adjoint des commissions de gestion. Maintenant, vous êtes le grand patron. On voit que vous avez fait du chemin. En 25 ans, vous avez aussi vu des générations de politiciens passer. Dites-nous, est-ce que par rapport à 1994, la charge de travail pour un parlementaire aujourd'hui, en 2019, elle a beaucoup augmenté ? Alors je pense que la charge de travail a effectivement beaucoup augmenté, mais l'origine est antérieure à mon arrivée au service du Parlement. Mais quand j'ai commencé au service du Parlement, il y avait encore dans les rangs du Parlement des parlementaires qui avaient connu la grande époque antérieure à la réforme et à l'introduction des commissions permanentes, et qui en parlaient comme une sorte d'âge d'or de la politique, où les parlementaires, à ce moment-là, il n'existait que très peu de commissions permanentes. C'était les commissions des finances, commissions de gestion, politique étrangère. Il y avait aussi une commission des douanes, si je me souviens bien. Et les parlementaires parlaient de cette époque où ils pouvaient, en fonction des sujets, tenir des séances dans des beaux hôtels en Suisse centrale pendant plusieurs jours et passer du temps à disserter sur un projet de loi. Je me souviens d'un parlementaire qui est malheureusement décédé, qui m'expliquait que tous les après-midi, il allait jouer aux cartes avec un conseiller fédéral, puis c'était là qu'il pouvait aussi aborder un certain nombre de questions. Alors moi, cette époque-là, je ne l'ai pas connue, mais on m'en a encore parlé. Et récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer les anciens présidents des chambres. On a une tradition dans cette maison que les anciens présidents des chambres se réunissent une fois par année. Et vous avez encore des gens qui ont passé 80 ans, qui nous parlent aussi de cette grande époque. Mais je pense que c'est peut-être également un âge d'or ou un mythe. Peut-être leurs prédécesseurs leur disaient aussi qu'auparavant, c'était toujours mieux. Je pense qu'effectivement, la charge de travail a considérablement augmenté. Les sujets deviennent très complexes. Ils demandent une capacité de réaction immédiate de la part du Parlement. Le rythme a beaucoup augmenté, que ce soit un rythme qui est induit par l'évolution de la réalité politique et sociale, mais aussi qui est induit par les événements qui se passent autour de nous. Et il y a aussi les sollicitations auxquels sont soumis les parlementaires, auxquels peut-être ils n'étaient pas sollicités auparavant. Un parlementaire est sollicité par les médias, est sollicité par ses électeurs à tout moment du jour et de la nuit. Et je pense que ça ajoute également une charge de travail assez considérable pour les parlementaires pour ne pas être déconnectés de leur réalité. Donc c'est pas juste une question d'organisation. Les parlementaires de cet âge d'or, c'est pas que grâce à leur statut de milicien qui sait faire la part entre l'important et l'accessoire. À votre sens, c'est un changement de paradigme, c'est pas un changement d'organisation lié aux vertus du système de milice ancestral. Alors je pense qu'il y a aussi un élément qui joue un rôle assez considérable, et Andrea Pilotti l'a montré dans son article, c'est que le Parlement a affermi
considérablement sa position par rapport à l'exécutif, notamment après l'affaire des Mirages. Et il est clair qu'à la suite de différents scandales sur lesquels on ne va pas revenir, le Parlement a décidé d'être beaucoup plus présent sur un certain nombre de dossiers. C'est souvent les dossiers liés au contrôle parlementaire, paradoxalement. Donc il y a eu l'affaire des fiches, la P26, l'affaire des Mirages et d'autres affaires. Et lors de toutes ces affaires, l'affaire de l'UBS, lors de toutes ces affaires, le Parlement a augmenté ses compétences, a augmenté ses droits d'information, a augmenté sa volonté d'intervenir dans un certain nombre de dossiers. Et je pense qu'une des raisons qui explique aussi que le Parlement a de plus en plus à faire, c'est qu'il sait, je le dirais peut-être de manière assez prudente, écarter peut-être aussi de sa mission première. Je prendrai un exemple, puisque le Parlement ne s'est pas encore déterminé de manière définitive, donc là, je ne prends pas de trop grands risques, mais il y a des velléités de faire au Parlement un contrôle sur les ordonnances. Bien ça, c'est du travail. Et ça, c'est du travail supplémentaire. Vous le voyez maintenant, les consultations des commissions parlementaires sur l'accord institutionnel à un moment où le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décision, eh bien vous avez des commissions qui s'occupent de sujets sur lesquels le Parlement stricto sensu ne serait pas encore appelé à se prononcer. Donc je pense que les velléités qu'a le Parlement, à tort ou à raison, je n'ai pas à en juger, d'élargir en quelque sorte son portefeuille d'activité augmente également la charge de travail pour les parlementaires. Alors je reviendrai vers vous, mais j'ai juste envie d'entendre Monsieur Comte là-dessus. C'est très intéressant ce que dit Monsieur Schwab. Vous dites, en quelque sorte, les parlementaires, ils se donnent toujours plus de compétences, ils s'intéressent, ils mettent leur nez dans toujours plus de dossiers. Est-ce que ça, c'est pas lié finalement au fait que, justement, vous êtes payé, et puis toute personne payée qui a du temps, envie d'occuper son temps libre est payé, et finalement cherche à augmenter son activité, peut-être en s'inventant de nouvelles tâches qui n'étaient pas nécessaires auparavant. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation, on peut dire même critique? À intervalles réguliers, des interventions parlementaires qui sont adoptées pour alléger le travail du Parlement, mais en parallèle, sur des points particuliers, en général, on alourdit toujours le travail du Parlement. Mais c'est comme quand il faut faire des économies au niveau budgétaire. Tout le monde est pour les économies, mais quand on discute d'une dépense en particulier, c'est jamais celle-là qu'il faut modifier. Mais il y a un point que je tiens à souligner, c'est la force, effectivement, du Parlement. Institutionnellement, le Parlement suisse est l'un des plus puissants au monde par rapport au gouvernement. Il y a peut-être le Parlement américain aussi qui est extrêmement fort. Mais si vous comparez, j'ai mentionné que je siège au Conseil de l'Europe, où il y a 47 pays qui sont membres. Dans de nombreux pays, le parlementaire a un rôle simple. S'il est membre de la majorité, il est d'accord avec le gouvernement. S'il est membre de l'opposition, il n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et sa marge de manœuvre, et puis ça prend plus ou moins de temps, il peut parler plus ou moins longtemps sur le sujet, mais à la fin, le vote, il est quasiment acquis. Ici, on a un Parlement où on ne sait jamais où vont se trouver les majorités, le gouvernement n'a jamais l'assurance d'avoir une majorité, et effectivement, le Parlement prend à cœur son rôle. Nous n'estimons pas que notre rôle, ça consiste simplement tous les 4 ans à élire le Conseil fédéral et à lui faire confiance, mais nous estimons effectivement que sur chaque dossier, nous voulons prendre position. Alors ça prend du temps, mais quand on est aussi dans un système de démocratie directe, où après toutes les décisions qu'on prend peuvent être soumises au peuple, il vaut mieux qu'ici, à 246, on ait fait à peu près bien le travail, parce que ça permet peut-être ensuite de convaincre la population, plutôt que de simplement faire confiance au Conseil fédéral et de se rendre compte ensuite, seulement lors de la votation populaire, que peut-être nos 7 sages n'ont pas fait le travail comme il se devrait. Donc je pense qu'effectivement, nous avons une mission qui est importante et nous souhaitons l'assumer. Ensuite, je ne crois pas que ce soit lié à des questions financière. Maintenant, du moment que effectivement nous avons une rémunération, il faut simplement qu'on fasse notre travail. On ne peut pas simplement ensuite se tourner les pouces et simplement faire confiance au Conseil fédéral. Alors, Monsieur Mack, je viendrai à vous juste après, mais Alice Glauser, Raphaël Comte l'a dit, pouvoir très important du Parlement suisse par rapport aux autres parlements européens. Qui dit pouvoir très important dit aussi responsabilité très importante. Vous avez notamment, lorsque vous avez été élu pour la première fois en 2007 et 2011, vous étiez encore agricultrice, vous aviez votre exploitation. Comment est-ce que vous avez pu faire sérieusement votre travail de parlementaire
alors que vous étiez aussi actif dans votre exploitation. Comment est-ce que vous avez réussi à mener de front deux activités? Est-ce qu'il y en a une des deux qui a subi le contre-coup de l'autre? Et bien sûr, évidemment, lorsque vous êtes élu à Berne, vous êtes obligé de laisser une partie de votre profession un petit peu sur le côté. Par exemple, moi je suis vigneronne paysanne et la vigne me tenait à cœur. Je suis quand même originaire du Valais et avec une famille qui est complètement vigneronne. Ça me tenait à cœur, mais j'ai laissé pas mal de choses de côté autrement. C'est-à-dire tous les soins au bétail, le côté et j'avais la chance que mon fils qui a repris l'exploitation revenait sur le domaine tranquillement, donc il a pu s'occuper un petit peu plus de la comptabilité, ce que je faisais auparavant. Donc j'ai pu laisser quelques activités typiquement de paysanne exploitante et j'ai pris alors un peu plus à cœur mon activité politique. Mais vous avez malgré tout gardé un pied dans la paysannerie. Bien vous sûr. diriez que vous avez fait votre travail parlementaire aussi bien qu'un professionnel? Non, je pense pas. Parce que déjà, il faut bien. C'est une des faiblesses du système de milice, alors. C'est une des faiblesses du système de milice, parce qu'en fait, il faut, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour déjà connaître à fond les dossiers, connaître les gens qui peuvent vous renseigner vraiment à fond et efficacement, et peut-être ça, le temps m'était un petit peu compté. Donc vous regrettez la disparition du système de milice, mais vous admettez en même temps que c'est difficile aujourd'hui pour faire sérieusement son travail. Mais je crois quand même que déjà, lorsqu'on est milicien, on a déjà son compte à soi, on sait de quoi on parle en général, et on peut se renseigner aussi. On peut se renseigner auprès de gens qui sont des professionnels, des professionnels de branche ou des professionnels, ne serait-ce que dans les hautes écoles. Nous avons par chance, en étant conseillers nationaux, en étant politiciens au niveau fédéral, on a quand même la possibilité d'avoir des entrées plus rapides un peu partout, je dirais. Et puis, le parti nous donne aussi la possibilité d'avoir accès à... On a des secrétaires qui sont scientifiques aussi, qui peuvent nous aider et qui ont déjà fait des recherches sur tel et tel dossier. Donc, je pense pas qu'on est sans rien, sans avoir les dossiers qui soient bien étoffés. André Mac, on arrive à vous. Vous êtes scientifique, mais vous êtes aussi, je le répète, milicien communal. Vous êtes très peu payé, vous l'avez dit. Est-ce que le fait d'être peu payé, d'avoir peu de temps... Professeur, je suis bien payé. D'accord. Mais... vous avez peu de temps, vous avez dit 10%, je crois, 10-15%, 5-10%. Le fait d'avoir peu de temps à disposition, de ne pas être payé, est-ce que ça vous rend plus efficace parce que vous savez différencier l'essentiel de l'accessoire dans votre activité de conseiller communal? Bon, je m'attendais pas trop à cette question parce que je fais volontiers part un peu de mon expérience de conseiller communal, mais ensuite, on viendra à votre expérience de professeur d'université. Mais je m'intéresse parce que vous êtes quand même, tout à l'heure, quelqu'un dans la salle m'a dit qu'il y a 100 000 politiciens dans les législatifs communaux en Suisse. C'est quand même on parle juste là des 246, mais il y en a beaucoup plus qui sont dans les conseils communaux. Vous êtes un représentant, donc je vous pose des questions quand même là-dessus. Oui, non mais je suis pas un très très bon exemple parce que ma charge de travail professionnelle a largement pris le pas sur mon engagement de milicien à l'échelon communal. J'ai été très investi dans le conseil communal ces dernières années. Ces derniers temps, je suis un peu moins investi. Et c'est vrai que c'est aussi, à Lausanne, on a un groupe communal de socialistes qui est assez important, d'une trentaine de personnes, donc on peut se reposer aussi un petit peu sur l'activité des autres. Je peux dire Madame Glauser. Voilà, et c'est vrai que on parle au Parlement fédéral parfois des interbankler, des parlementaires de l'arrière-ban qui ne sont pas très actifs. Je me range un peu dans cette catégorie l'échelon communal. Donc, cet aveu étant fait. Donc, je ne peux pas dire que je suis cheval de proue de l'action de mon groupe parlementaire à l'échelon communal. Donc,
si on revient cette fois à votre travail de chercheur, Oui. cette question du temps, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on peut encore sérieusement faire son travail de parlementaire au niveau fédéral, avec le niveau de responsabilité que M. Comte a décrit, en étant un demi-professionnel? Alors, je vais pas répondre tout de suite à votre question. Je voulais réagir d'abord à deux points qui ont été soulevés par M. Schwab. C'est une bonne technique de politicien. Voilà, Exactement. Je vous laisse le faire. Bon. J'y reviens. Mais D'accord. il y avait deux points si qui vous ne dépassez pas les 10 minutes, c'est parfait. Ça sera. Non, mais Monsieur Schwab a évoqué un peu l'âge d'or du Parlement avant les années 90. Il faut bien voir qu'à cette époque, les analyses de sciences politiques qui ont été faites considéraient souvent le Parlement fédéral, les deux chambres, comme une chambre d'enregistrement des compromis élaborés en amont ou en aval, je ne sais plus, mais négociés entre le Conseil fédéral, son administration et les grandes associations économiques. On a vraiment un changement à partir des années 90 avec la réforme de 92, la création des commissions permanentes et, comme l'a rappelé M. Comte, vraiment un renforcement des compétences et des ressources aussi du Parlement, qui modifie beaucoup plus substantiellement la législation et a beaucoup plus d'initiatives. Ce premier point sur lequel je voulais réagir. Le deuxième point sur l'âge d'or, Madame Glauser a évoqué un peu le Parlement comme miroir de la société. Mais il faut bien voir que c'est très largement une fiction, ce miroir de la société. Même à l'époque d'un Parlement de milice, il y avait une surreprésentation de certaines catégories socio-professionnelles, notamment les avocats, dans nos études, et celle notamment de Andrea Pilotti. Sur tout le XXe siècle, les nombres d'ouvriers qui étaient parlementaires fédéraux se comptent sur les doigts d'une main. Et donc cette logique de rémunérer les parlementaires, c'est pas pour simplement créer une classe politique qui va s'émanciper de toute base sociale. Il y a aussi une logique, c'est derrière, de rendre possible l'accès au Parlement à toutes les professions de la société. Et parce que le principe de milice, et il y a parfois un petit peu une hypocrisie là derrière, rend possible l'accès à ces fonctions dirigeantes politiques, essentiellement à certaines catégories professionnelles. Voilà, c'est les deux remarques que je voulais faire. On s'éloigne un tout petit peu de la question du temps. Alors, vous l'avez très bien placé. Je pensais d'ailleurs y retourner un peu plus tard, mais c'est pas grave. Là, vous avez déjà un peu un Vorgeschmack, comme on dit en allemand, de la suite de la discussion. La question du temps. Est-ce qu'on peut être efficace? Oui. Alors, je pense que M. Comte ou Mme Glauser seraient sans doute mieux placés que moi pour y répondre, parce que je pense en effet la charge de travail des parlementaires s'est considérablement alourdie. On a toujours ces 4 sessions de 3 semaines, mais il y a tout le travail en commission, qui sont quand même fréquentes entre les sessions, et c'est pour ça que le taux de réponse de l'étude commandée par le Parlement récemment montrait finalement un taux d'activité pour le mandat parlementaire qui approchait les 70%. Et donc, par rapport à ça, pour un milicien qui garde une activité professionnelle principale en dehors, je pense pour bien faire son travail, si on ne dispose pas de certains assistants parlementaires ou secrétaires, on fait pas très très bien son travail, j'ai l'impression. Mais en même temps, en tant que Hinterbenkler à Lausanne, vous pouvez quand même dire que finalement, dans le groupe, l'un dans l'autre, avec l'ensemble du groupe, vous arrivez comme à faire le job, quoi. Chacun, enfin, je sais pas, Madame Glauser, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter, en entendant mon voisin, c'est vrai que la première législature que j'ai fait ici à Berne, j'ai vraiment un peu découvert l'endroit et découvert la somme de travail qu'il y avait. Et lorsque j'ai eu la chance d'être élu à la suite de l'élection de Monsieur Parmelin au Conseil fédéral, j'ai vraiment pris conscience que ça n'était pas possible de continuer à travailler comme ça. Et j'ai engagé un collaborateur parlementaire qui vraiment peut m'aider dans mon travail. Peut-être juste pour terminer autour de ça, moi, il y a quelqu'un que je trouve comme très étonnant. Parmi les 246 qu'il y a ici, c'est Madame Martoul-Blocher. Elle est directrice d'une entreprise internationale.
et en même temps, elle arrive à trouver le temps de faire de la politique. Vous êtes dans son groupe, justement. Comment est-ce qu'elle fait? C'est quoi son secret? Alors, je n'ai pas de secret à partager ici, malheureusement, ce soir, mais ce que j'ai pu observer, en tout cas, c'est que Madame Martoulou-Blocher est une grande travailleuse et puis qu'elle a de nombreux collaborateurs qui peuvent lui amener ce qu'elle demande incessamment tout de suite, quoi. Et en fait, je crois que c'est... Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est le côté Wonder Woman ou c'est le côté une armée d'assistants? Non, c'est ses qualités propres à elle, qui sont que c'est une chef d'entreprise qui sait manager ses affaires comme la politique qu'elle mène. Wonder Woman, alors. Voilà. D'accord. Si vous Très voulez. bien. On passe un des autres arguments qui servent souvent à chanter les louanges justement du système de milice. Vous l'avez dit, Madame Glauser, c'est le côté. Le système de milice, c'est une des clés de la vertu suisse, c'est l'ancrage dans la réalité. Si on est milicien, on est plus en contact avec les gens, avec la réalité du terrain, on est moins sujet à la tentation du juridisme, on est plus pragmatique, on est plus économe peut-être aussi avec les deniers de l'État. En gros, si on est peu ou pas payé, on peut être davantage dans un esprit de service à la communauté. Philippe Schwab, vous avez connu les politiciens durant ces 25 dernières années. Est-ce que vous sentez une différence entre un politicien pur système de milice et un politicien totalement professionnel? Est-ce qu'on sent ça? Bon, j'ajouterais peut-être à ce qu'a dit M. Comte tout à l'heure, c'est que le parlementaire de milice n'existe pas. C'est une illusion. C'est un idéal type. C'est en gros Guillaume Tell. C'est le Guillaume Tell. C'est un mythe, mais qui n'existe pas vraiment. Alors, bon, je suis content que vous parlez de Guillaume Tell. Guillaume Tell, finalement, on peut y croire ou ne pas y croire. Il n'empêche que ça fait partie des choses auxquelles on se retrouve. Je pense que la notion de parlement de milice, c'est également une de ces notions qui fait partie du registre identitaire propre à la Suisse. Et on a besoin de ces registres identitaires. Mais je reviendrai sur les parlementaires de milice. C'est un idéal type. Il y a des parlementaires qui s'en rapprochent, il y a des parlementaires qui s'en éloignent. Il y a plusieurs types de parlementaires. Monsieur Comte l'a dit, la charge de travail n'est pas la même que vous soyez conseiller national ou conseiller aux États. Les conseillers aux États siègent dans de nombreuses commissions. Les conseillers nationaux, généralement dans une ou deux commissions. Donc déjà, le travail est différent entre les deux chambres. C'est différent si vous êtes un parlementaire d'un grand groupe. Madame Glauser l'a dit, les grands groupes bénéficient de contributions, je dirais, à la tête du nombre de parlementaires qui forment ces groupes. Les grands groupes peuvent se permettre d'avoir de nombreux collaborateurs qui les appuient dans leurs travaux. Les petits groupes, ce n'est pas le cas. Je prends le cas du Conseil national. Vous avez dans le Conseil national certains groupes qui peuvent aligner 9 parlementaires. Donc là, vous pouvez déjà vous répartir le travail au sein des parlementaires en disant « je m'occupe que du sujet de la fiscalité, tu t'occupes que du sujet de l'agriculture, tu es le leader du groupe dans cette commission. Lorsque vous êtes un représentant du groupe vert libéral, vous devez tout couvrir dans la même commission, la fiscalité, l'agriculture. Donc, tous ces parlementaires sont par définition pas à la même enseigne. Vous avez ensuite les politiciens professionnels déclarés, ou parlementaires professionnels déclarés comme M. Comte, et puis aussi les politiciens professionnels, ceux qui vivent de la politique, qui passent encore pour des miliciens, mais dont l'intégralité de leur activité professionnelle tourne autour de la politique. Là, vous pensez à alors je pense, par exemple, secrétaire général d'un syndicat Ça ou... peut être un président de parti, ça peut être le président d'un grand syndicat, ça peut être le président ou le directeur d'une association de défense d'intérêts. Donc voilà, il y en a plusieurs, on pourrait citer des titres, il n'y a rien à cacher là derrière. Et puis ensuite, vous avez le parlementaire incarné par Madame Glauser, vous avez parlé d'une Wonder Woman. Donc tout ça pour vous dire... C'était pas une appréciation politique, c'était le côté... je vous ai simplement cité, eh bien vous voyez avec ces 4 exemples, 4 personnes qui font tous partie de ce Parlement de milice, qui expriment à leur manière le principe de milice,
et qui finalement forment ce Parlement de milice. Donc pour moi, le Parlement de milice, il se décline en 246, je dirais, modèles. Et finalement, ce qui est important, c'est pas le Parlement de milice, c'est comme vous l'avez dit, c'est le principe de milice, c'est-à-dire la volonté de sacrifier, de mettre à disposition une partie de son temps, de son savoir, de son énergie, de ses convictions dans l'intérêt commun. Et je pense que c'est plutôt ça qui relie toutes ces personnalités. Une sorte de mythe qui n'existe pas véritablement, mais qui est source de vertu et d'engagement au service de la communauté. Malgré tout, j'ai comme envie d'insister un petit peu. Une fois, je crois que c'était Christian Levrat qui m'avait dit qu'il arrivait à sentir tout de suite, même sans lui avoir jamais posé la question, si un parlementaire était catholique ou protestant. Simplement à la manière d'être. Est-ce que, à la manière d'être, on sent la différence entre un pur produit, alors on est justement dans une variation, mais dans un plutôt le type Glauser ou le type Comte Est-ce qu'on fait une différence ou pas du tout? Je sais pas si on fait véritablement une différence. Il y a aussi un phénomène qui est intéressant, c'est que on part toujours de l'idée que le Parlement de milice, dans l'idéal que j'ai décrit tout à l'heure, est quelqu'un qui a une activité professionnelle, puis ensuite qui est candidat à un poste électif, et puis ensuite qui peut-être réduira son activité professionnelle et exercera ce poste électif. Maintenant, on a des phénomènes qui sont inverses. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un poste électif et qui, par la suite de ce poste électif, ont une activité professionnelle liée de près ou de loin à ce poste électif. Donc là, une question que je vois, il y a effectivement une initiative parlementaire qui a été déposée au Conseil des États par un conseiller aux États qui dit qu'il faudrait en quelque sorte interdire qu'un parlementaire, une fois qu'il est en charge, puisse accepter une tâche qui est en lien direct avec la tâche qu'il exerce au Parlement. Qu'il l'ait auparavant, là le citoyen peut dire, quand j'élis Madame Glauser, je sais que j'élis une vigneronne. Mais par contre, quand j'élis un parlementaire X et que par la suite, il doit prendre la direction d'un grand groupe d'intérêts, on pourrait se dire, moi j'ai élu monsieur, madame, parce que je pensais que, et par la suite, il est devenu quelqu'un d'autre. Mais les élections sont là pour corriger, s'il faut, ces écarts. Alors, ça nous mènera tout à l'heure à un autre sujet qui est quand même très important, c'est la question de l'indépendance des parlementaires, si on est milicien, pour améliorer son revenu, ou justement parce qu'on est parlementaire, on est amené à accepter de nouveaux mandats, quelles sont les garanties qu'on peut donner sur son indépendance. Ce sera le prochain thème. Mais j'aimerais juste rester encore un petit peu là-dessus. C'est ce côté un peu mythique. C'est vrai, il y a Guillaume Tell, il y a le mythe du citoyen soldat qui prend sa hallebarde, va gagner à Morgarten, revient et puis embrasse sa femme sur le front. Et voilà, c'est un peu ce mythe. Et puis on peut ranger dans ces mythes aussi justement le système du citoyen politicien qui est citoyen, qui a une activité professionnelle, qui va à Berne, qui fait le politicien puis qui revient une fois la bataille politique jouée. Il y a un côté mythe, il y a aussi un côté vertu. On observe comme aujourd'hui en Europe une montée de la défiance face aux politiciens, une montée du populisme. En Suisse, on a l'impression qu'on a une sorte d'île. Est-ce que on peut dire que cette moins grande défiance face au monde politique, il y en a aussi, mais quand même moins grande par rapport aux pays européens, c'est aussi lié à notre système de milice. Peut-être vous, Monsieur Mac. Tout à fait. Volontiers. Je pense qu'il y a un aspect qui n'est pas lié tout à fait à la milice, c'est la question de la démocratie directe. Le fait que les citoyens puissent régulièrement désavouer leurs élus si ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle proposition venant du Parlement en lançant un référendum. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des vertus dans le milice. J'ai souligné parfois une certaine hypocrisie derrière la milice qui permet à certains intérêts privés de s'affirmer au sein du Parlement ou à certains types de professions. Mais c'est vrai que garder à côté de son mandat parlementaire une certaine activité professionnelle antérieure, je pense que c'est plutôt sain aussi pour
pour la reconversion professionnelle après l'exercice d'un mandat politique. Donc, je pense qu'on doit mettre un petit peu en parenthèse son activité professionnelle, mais d'en garder, ça permet peut-être de... je ne sais pas si les politiciens plus professionnels sont plus pointilleux et juridiques, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est vrai que garder un petit ancrage professionnel dans l'exercice de son mandat national, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et ça permettrait un peu ça permet sans doute d'atténuer la coupure entre les politiciens, le Parlement et la population qui s'exprime très souvent dans d'autres pays européens. Ça me permet justement de passer à Monsieur Comte, parce que ces questions de la coupure, vous allez l'expérimenter personnellement. Justement, vous êtes entré, attendez, maintenant je ne sais plus, 2011 au Conseil, 2010, pardon. 2010 au Conseil des États, vous allez vous retirer. Vous étiez politicien professionnel. Le fait de savoir que vous allez devoir replonger dans l'eau froide, de retrouver une activité, vous pensez que ça vous a aidé à garder le contact avec la population, cette mise en question, je ne veux pas dire existentielle, mais en tout cas de se remettre en danger financièrement, c'est quelque chose qui vous maintient en contact avec la population, vous diriez? Pour moi, dans l'idée de milice, ce qui est essentiel, c'est de se dire qu'on n'est pas politicien toute sa vie. Donc c'est une activité qu'on exerce un certain temps et après on laisse la place à quelqu'un d'autre. On sert un certain nombre d'années puis on disparaît. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. On verra par la suite ce qui va se passer. C'est effectivement naturellement un saut dans l'inconnu, comme n'importe quelle personne qui change d'activité. Et aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être encore moins difficile qu'il y a un certain nombre de décennies où les carrières étaient beaucoup plus linéaires. Donc aujourd'hui, de nombreuses personnes sont amenées à changer d'activité, à suivre une nouvelle formation. Donc je ne considère pas que ce soit un risque particulier, mais c'est important pour moi dans l'idée de milice qu'on ne soit pas effectivement absolument dépendant de son mandat. Et pour moi, c'était essentiel durant toute mon activité de pouvoir me dire que je savais qu'à un moment donné, je pourrais arrêter quand j'estimerais que le moment était venu. Et ce qui peut être dangereux, c'est si un parlementaire doit se représenter pour des raisons financières, parce que il n'a peut-être pas mis de l'argent de côté, et qu'il se dit je prends un risque. Là, j'ai 4 ans où je peux avoir un travail, un salaire qui est assuré. Ce serait pas une bonne raison pour se représenter. Mais ensuite, le contact avec la population, ça fait partie de notre mandat que de l'avoir. Moi, j'avais calculé une fois sur une période d'à peu près 6 mois, j'avais noté un peu toutes mes heures et j'arrivais pratiquement à 20 heures par semaine de représentation, donc de contact avec la population. Ça peut être une fête villageoise, ça peut être l'assemblée générale de telle ou telle société. Donc ça prenait énormément de temps dans l'agenda et ça fait partie de notre job. La population qui nous choisit, elle attend de nous qu'on soit présent. Si un parlementaire ne vient jamais à une manifestation, on va se dire cette personne-là, elle vit dans sa tour d'ivoire et donc on va pas la réélire. Donc ça fait partie des sollicitations. Et c'est vrai que d'un côté, il y a ce mythe de la milice. On aimerait qu'on fasse ça juste un petit peu comme ça, de manière dilettante, avec un travail à côté. Mais de l'autre, les attentes de la population en termes de présence, elles sont extrêmement fortes. Donc il y a parfois un peu une forme de schizophrénie aussi chez les parlementaires, mais aussi dans la population, qui aimerait qu'on tende vers un modèle, mais qui, de l'autre côté, ont des attentes qui font que c'est extrêmement difficile de tendre vers ce modèle-là. Alors, c'est un peu un sous-thème de cet ancrage dans la réalité qui serait une des vertus du système de milice. Mais je trouve intéressant ce que vous avez dit sur quand on se retire, c'est une mise en danger. Et puis il peut y avoir des parlementaires qui se posent la question est-ce que je me retire, je me représente parce qu'il y a un danger. J'ai peut-être 60 ans, c'est juste pas le moment de me retirer. Monsieur Schwab, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Ces angoisses, vous avez l'impression, parce que il y a un certain nombre aussi d'élus qui ne se font pas réélire, il y a des questions de savoir si on peut ils ont accès, si je ne me trompe, à un prêt pendant quelques mois qu'ils doivent rembourser d'ailleurs. Cette question, elle préoccupe beaucoup les parlementaires qui sont dans cette classe. Vous êtes relativement jeune, ce sera facile, mais pour les parlementaires plus âgés, miliciens, revenir dans la réalité à 60 ans, c'est difficile. Alors je crois que le problème se pose de plus en plus, mais pour une autre raison, c'est qu'on assiste à un rajeunissement du Parlement. Auparavant, exercer un mandat de conseiller aux États, de conseiller national, c'était le couronnement d'une carrière.
vous aviez fait tant d'années dans votre commune, au Grand Conseil, vous étiez conseiller d'État, et puis vous vous disiez, tiens, je vais passer les 8 dernières années comme représentant de mon canton au Parlement, puis ensuite je serai à la retraite tout à fait légale. Donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Maintenant, on a affaire à des parlementaires toujours plus jeunes. Donc il est clair que si vous commencez extrêmement jeune au Parlement, la question de ce qui va se passer après, elle se pose dans d'autres termes. Et elle se pose dans d'autres termes que souvent ces jeunes parlementaires n'ont pas cotisé à des caisses de pension. Donc là, il y a aussi un gros problème qui se pose, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont une réalité pour ces parlementaires. Alors, le Parlement a introduit une sorte de système qui permet aux parlementaires qui n'ont pas été réélus d'obtenir pendant un certain temps, c'est 2 ans. Pendant 2 ans, c'est pas un prêt, donc c'est pas un prêt, d'accord. C'est pas un prêt, trompais, ouais. mais sauf erreur, ça représente la moitié d'une rente AVS, donc vous allez pas très très loin avec ça. Et on a encore, les choses ont un peu évolué, des parlementaires qui ont honte de demander cette aide. À telle enseigne que M. Comte pourra en témoigner, l'organe qui traite ces affaires, il n'y a qu'une seule personne qui sait quels sont les parlementaires qui l'ont demandé. Et lors de la dernière législature, pour la première fois, on a des parlementaires qui ont thématisé cette question. C'était notamment M. Chamberlain, président du groupe socialiste, qui n'a pas été réélu. Lui, il a dit « j'ai aucune honte à solliciter cette aide ». Il l'a dit. Nous avons aussi Uli Leuenberg, qui lui est parti volontairement, mais aussi s'est posé un certain nombre de questions quant à sa reconversion. Oui, on se souvient de ses appels à la télévision pour retrouver un Mais employeur. c'est encore un sujet, ça pourrait être d'ailleurs l'objet d'une prochaine de ces rencontres, l'échec en politique, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et je pense que, pour avoir bien connu le cas de M. Chamberlain, qui en parlait très honnêtement, il disait qu'il faut bien s'imaginer que dans un canton comme le mien, un petit canton, aller à la caisse chômage quand on a été chef du groupe socialiste, c'est pas tout à fait facile. C'est pas facile. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Les parlementaires prennent aussi des risques, surtout quand ils commencent jeunes. Et je pense que là, il y a une réflexion à faire par rapport à ces reconversions de carrière, où il y a des reconversions de carrière qui se font relativement tôt. Madame Pascale Bruderer l'a fait. Elle a dit maintenant, c'était le dernier moment pour moi pour me réorienter sur le plan professionnel. Je pense que c'est une question qui se pose de plus en plus. Et un phénomène que je constate également, c'est les jeunes parlementaires qui partent comme conseillers d'État. Ouais. C'était un phénomène généralement inverse que nous connaissions auparavant. Et on a perdu... À la dernière session, on a perdu Madame Ruiz, on va perdre Madame Rickley, on va perdre Monsieur Fessler. Donc, on en perd beaucoup en cours de route. Et ça, c'est aussi un phénomène que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de parlementaires quittent leur mandat en cours de route parce qu'ils réalisent qu'ils doivent aussi réfléchir à ce qu'ils vont faire de la suite donc, de leur carrière professionnelle. Ils vont encore un petit peu plus loin dans leur professionnalisation, dans la mesure où leur vie de politicien ne se limite pas à leur vie de politicien ici à Berne, mais se poursuit au-delà dans le canton. J'aimerais à présent qu'on parle d'un autre argument en faveur, a priori, en faveur de la professionnalisation, c'est l'indépendance. La réflexion qu'on peut se faire, c'est si on est payé, on a un revenu, et on a moins la tentation d'accepter des mandats rémunérés dans des conseils d'administration, dans des lobbies. Vous en avez parlé un peu. André Mac, vous êtes intéressé à cette question. Est-ce que c'est vrai, le fait de payer les parlementaires davantage, c'est le cas notamment depuis 2002, est-ce que ça a amené les parlementaires à moins accepter des postes dans des lobbies, dans des organisations, qu'elles soient de gauche ou de droite? Pas vraiment. Même en professionnalisant le Parlement, avec ce souci de rendre indépendants les parlementaires, il y aura toujours du lobbying, qui prendra peut-être d'autres formes, et il y aura peut-être moins de secrétaires d'associations syndicales, patronales et autres. Mais ce qu'on a pu constater depuis cette évolution vers une plus grande professionnalisation au niveau suisse depuis les années 90, avec une amélioration de la rémunération, c'est que les liens d'intérêt annoncés dans le registre du Parlement ont plutôt
augmenté. Plus de transparence. Hein. Voilà, ça datait des années 80, ça a été un peu durci avec la réforme de la loi sur le Parlement en 2003 ou 2004. Maintenant, c'est pas seulement les liens d'intérêt importants qui doivent être annoncés. Il y a toujours quelques parlementaires qui en oublient certains, intentionnellement ou non, mais il y a toujours quelques oublis. Mais ce que je voulais dire et ce qui nous a frappé dans une étude, c'est que ces liens ne se font pas au hasard. Ce sont souvent les groupes d'intérêt qui sollicitent des parlementaires pour exercer une fonction dirigeante dans leur association. Lorsque ces parlementaires siègent dans une commission pertinente pour leur domaine. C'est le cas que on retrouve dans la commission de la santé et de l'assurance des assurances sociales de nombreux liens d'intérêt avec les caisses maladie. Mais est-ce que vous diriez que c'est le fruit de la professionnalisation? Est-ce que c'est parce qu'on paye les politiciens qu'ils se mettent à accepter des mandats aussi indépendants? Tout à fait. Alors là, il y a un petit peu un paradoxe en effet, et c'est le fait que le Parlement s'est renforcé et est devenu plus important. Et donc les groupes d'intérêt ont aussi accentuer leur stratégie d'influence en direction du Parlement et tout particulièrement en direction des commissions permanentes qui sont devenues de plus en plus le cœur du pouvoir législatif. Et nous, on a été frappés de voir, disons, l'importance de ces liens avec des groupes. Alors ça touche aussi bien la droite que la gauche. Mais donc, il n'y a pas on reste dans une situation d'un parlement de milice semi-professionnelle, un peu dans une situation intermédiaire où les liens d'intérêt restent très importants. Et les parlementaires s'appuient énormément, lorsqu'ils deviennent membres du comité directeur ou président de telle association, sur l'expertise de ces associations. Parce que, comme le relevait Madame Glauser, c'est des dossiers souvent complexes. Si on est membre du comité du VVF, on va s'appuyer sur les ressources, les compétences du VVF en matière de politique de l'environnement. La même chose pour les syndicats en matière de droit du travail ou de fiscalité et d'économie suisse. Et donc là, on reste quand même, les parlementaires s'appuient encore très largement sur l'importance des ressources de ces groupes d'intérêt puissants. Alors, Madame Glauser, vous prêtez beaucoup de vertus au système de milice, mais visiblement, le système de milice, il n'a pas la vertu d'empêcher les parlementaires d'accepter justement des mandats qui peuvent parfois poser problème en termes d'indépendance. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est vous-même, je le précise, hein, vous avez quasiment aucun mandat, j'ai été vérifié, vous êtes membre du conseil de fondation de la fondation Saphir, qui est je l'étais d'ailleurs, j'ai pas enlevé mon... vous y êtes encore... enfin bref, vous pouvez vraiment parler de façon assez libre. Vous n'avez pas de mandat, quasiment aucun, en tout cas aucun qui financièrement amène beaucoup d'argent. Est-ce que vous diriez que le système de milice, il a une influence positive sur l'acceptation ou non de ce genre de mandat, ou au contraire, il est démuni face à ça? Moi, je pense que ça n'a pas vraiment, c'est pas lié avec ça. C'est une question d'intérêt personnel. C'est une question de peut-être une certaine volonté de gagner plus d'argent, voilà, oui. Double jackpot. On est payé comme politicien et en plus comme lobbyiste. En tout cas, pour certains, c'est flagrant. Hein? Vous sentez la différence entre un politicien qui est membre d'une grande association qui le paye et un autre qui n'accepte pas d'argent? Moi, je connais les deux exemples et je ne peux pas dire qu'on soit absolument matraqué de propositions par un collègue qui serait dans un conseil d'administration, par exemple, de la santé. Mais moi, je n'ai jamais remarqué ça. Mais bien sûr, maintenant, peut-être dans les commissions, peut-être d'une autre façon. En tout cas, pour moi, ça n'est pas une marque particulière. Voilà. Monsieur Comte, cette question. Alors, on semble être d'accord. Hein, le système de milice a beaucoup de vertus, mais c'est pas la milice qui nous permettrait d'échapper au réseau d'influence, au lobby. La même question à Madame... Excusez-moi, mais c'est quand même
la volonté personnelle aussi. Moi, j'ai siégé quelque temps avec Oskar Freisinger dans la première législature que j'ai effectuée ici, de 2007 à 2011, et c'est lui-même qui m'a dit, mais tu sais, il faut pas te laisser influencer par ces lobbies, c'est pas une bonne affaire, mieux vaut rester indépendant. Et je dois dire qu'avec satisfaction, j'ai jamais accepté quoi que ce soit de groupes et de lobbies, et ça m'a pas amené plus d'argent, mais ça m'a pas fait plus de mal. Est-ce que vous partagez cette vision si noire des lobbies? Alors, vous aussi, j'ai regardé sur la transparence du Parlement aidant, vous n'avez pas d'intérêt financier énorme. Vous êtes membre du conseil d'administration des transports publics neuchâtelois, si je ne m'abuse. C'est une petite rémunération, mais c'est pas grand-chose. Est-ce que c'est que du négatif? On se laisse acheter, ou au contraire, ça a des vertus? Alors, je crois qu'on soit parlementaire professionnel, milicien, celui qui veut absolument de l'argent, qui est attiré par le gain, il se laissera corrompre. Au Conseil de l'Europe, on a eu un scandale de corruption récemment. Les parlementaires qui se sont fait prendre les doigts dans le pot de confiture étaient en grande partie des professionnels. Donc, quand il y a possibilité de gagner encore un peu plus, celui qui le souhaite pourra se laisser tenter. Mais d'avoir une rémunération suffisamment correcte pour les parlementaires permet au moins d'éviter que tous ceux qui sont honnêtes et qui souhaitent l'être ne soient pas soumis justement à la tentation d'accepter n'importe quel mandat pour des questions financières, et donc ça laisse bien sûr plus de place à l'éthique personnelle le système qu'on a actuellement fait que les parlementaires, chacun choisit quels intérêts il veut représenter, c'est public, il n'y a pas la rémunération qui est mentionnée dans le registre ici à Berne, mais enfin on sait quand même bien à peu près, même si on ne sait pas exactement que le conseil d'administration d'une caisse maladie rapporte naturellement plus que la présidence d'une fondation. Donc il y a quand même cette transparence, et après l'électeur peut faire son choix. Mais la corruption et les conflits d'intérêts, ils peuvent exister absolument partout. Donc je crois qu'après c'est aussi une question d'éthique personnelle, et il y a quand même un contrôle qui se fait. Il y a des organisations qui vérifient les liens des parlementaires. Il faut aussi faire attention parce qu'on donne souvent des chiffres, je ne sais pas combien il y a de milliers de liens qui sont cités, mais vous avez vraiment tous les liens d'intérêt. Donc vous êtes caissier de la chorale de votre village, c'est considéré comme un lien d'intérêt. C'est juste que vous consacrez du temps bénévolement à la collectivité, à une société, une association. Donc tout est pris en compte. Donc on donne des chiffres, c'est parfois assez impressionnant, mais si on prend uniquement les mandats qui effectivement sont rémunérés et peuvent créer des conflits d'intérêts, c'est une toute petite partie. Mais c'est une partie qui effectivement pose un certain nombre de problèmes. Juste petite précision technique, Monsieur Schwab, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le montant des rémunérations? Pourquoi est-ce qu'il ne figure pas? Alors je pourrais être bref, parce que le Parlement ne le veut pas. On a eu une révision de la loi sur le Parlement très récemment. Il y avait plusieurs propositions, d'ailleurs, dont l'une émanait d'un parlementaire de l'UDC qui proposait une gradation. Je ne me souviens plus par cœur, mais 10 000, 50 000, 100 000. Donc, il ne fallait pas donner le montant, mais il faut dire dans quelle fourchette ça se situe. Finalement, il n'y a qu'une petite partie de cette révision qui a passé, qui va rentrer en vigueur au mois de décembre, où il faudra faire la distinction entre les mandats qui sont rémunérés et les mandats qui ne sont pas rémunérés. Voilà, c'est la seule distinction. Mais le Parlement a été saisi d'une proposition de publier ces rémunérations sur les sites Internet du Parlement. Ce n'est pas le cas. Et comme l'a très bien dit Monsieur Comte, par contre, pour nos députés qui siègent au Conseil de l'Europe, de par leur appartenance au Conseil de l'Europe, ils doivent fournir, eux, par rapport à leurs collègues qui sont à Berne, des informations qui vont bien plus loin que les informations qu'ils doivent livrer à Berne. À telle enseigne que je peux m'imaginer qu'à terme, on aura des personnes qui ne voudront plus aller au Conseil de l'Europe par cette obligation de transparence. Je donnerai juste un exemple tiré de la situation qui existe au Royaume-Uni. Généralement, un ancien Premier ministre peut siéger par la grâce des systèmes britanniques à la Chambre des Lords. Et Tony Blair a renoncé à se faire nommer à la Chambre des Lords parce que ça présupposait la communication de ses revenus et de son patrimoine. Il a préféré profiter de son patrimoine plutôt que de siéger à la Chambre des Lords.
Parfait. Puis vous venez de me donner une idée journalistique, alors il faut aller maintenant le terme m'échappe. Donc au Conseil de l'Europe pour voir ce que, en détail, nos parlementaires reçoivent en matière financière pour leurs différents mandats. Je me fais un tout petit peu l'avocat du diable malgré tout. J'ai animé un débat dernièrement sur les coûts du système de santé. Autour de la table, il y avait votre collègue de parti Isabelle Moret, qui est est-ce qu'elle est présidente? Je crois qu'elle est présidente de H+. Donc en ce sens membre d'un lobby, elle est rémunérée. Et elle me disait, mais moi en tant que milicienne, je ne peux pas avoir accès à toutes les informations et j'apprends beaucoup de choses utiles au sein du Conseil de H+, donc l'association des hôpitaux suisses. Ça me permet de mieux faire mon travail de politicienne milicienne qui n'a pas accès à une armée de collaborateurs. Ça, c'est quand même un argument qui parle pour ces lobbies. Vous en parliez les deux. Voilà, j'ai une éthique, je vais pas accepter cet argent qui est sale, etc. Mais ça a aussi des vertus. Alors, bien sûr, ça a des vertus, mais c'est possible d'avoir ces renseignements justement par les publications que font ces sociétés. Les hôpitaux nous envoient des renseignements toutes les sessions, comme la plupart des assurances. Et ça. On a simplement qu'à les lire et se faire une opinion. Ou bien, une fois ou l'autre, accepter leur invitation. Ça ne veut pas dire qu'on va voter comme eux, mais on va se renseigner. Et pour moi, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir. Nous sommes invités tous les midis, tous les soirs, pendant 3 semaines. On n'arrive plus à suivre tellement on est invité, mais on peut choisir justement les sujets qui nous sont importants et qui peuvent nous apporter des renseignements. Ou voilà. Pour moi, c'est dans ce sens-là que je vois ces invitations. Bien sûr, ça n'est pas pour aller voter exactement comme eux, mais pour me renseigner. Sur ce point, je pense en effet que l'expertise de groupes d'intérêt comme H+, ou d'autres peut être très utile. Elle s'exprime déjà dans les procédures de consultation. Elle peut être ramenée par des parlementaires. Mais où ça pose problème, c'est vrai que c'est quand c'est des rémunérations de fonctions pour les parlementaires qui dépassent certains montants. Je pense que si elles dépassent certains montants, je pense qu'il y aura peu de situations où le parlementaire votera contre la position de son groupe. Alors j'ai pas d'expertise, d'analyse par rapport à ça, mais je pense en effet que ça peut être un apport d'amener cette expertise. Il y a souvent des consultations dans les commissions parlementaires spécialisées. Les groupes d'intérêt sont sollicités, ils interviennent régulièrement. Donc après, par rapport au prolonger la discussion, je pense qu'en effet, il faudrait s'inspirer, peut-être pas exactement ce qui se fait au Parlement européen, mais en tout cas pour les montants qui dépassent certains 10 000 francs ou d'autres, je pense que c'est quelque chose qui est d'importance publique et qui peut influencer le vote. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est quand même quelque chose qui devrait être rendu public. Mais voilà, pour l'instant. Alors ça, je m'exprime aussi là en tant que socialiste milicien lausannois. D'accord, ok. Plus que comme analyste objectif et externe. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait déjà 1h10 que nous discutons. Je sais, en général, l'attention commence un peu à diminuer au bout d'1h10, donc il faut un peu réveiller le public. Maintenant, j'aimerais juste... on a exposé les vertus, les faiblesses du système de milice. Juste un petit sondage ici, pour vous tous qui siégez, qui avez écouté ce débat, qui d'entre vous estime que la professionnalisation du système politique suisse est quelque chose de regrettable? Lève la main. D'accord. Alors, est-ce que, à l'inverse, on peut dire que qui d'entre vous est d'avis que la professionnalisation du système politique suisse est quelque chose qui devrait aller de l'avant, qu'on devrait soutenir? On va dire qu'il y a beaucoup d'abstention, hein. Peut-être je pose la question différemment. Pour qui d'entre vous, le système de milice est une vertu?
quand même, un peu plus. Alors ce système, on touche quand même, encore une fois, à ce mythe. Ce système de milice, on en a parlé ici autour des 246 parlementaires qui siègent ici à Berne, mais j'ai cité le chiffre, il y a plus de 100 000 miliciens dans les communes. Et je sais qu'il y en a aussi dans le public. Alors je vais me déplacer un tout petit peu et je vais me déplacer chez monsieur... Attendez, j'ai oublié. Andreas Müller, c'est ça. Andreas Müller, si vous pouviez vous lever, comme ça on vous voit aussi à la caméra qui est en train de nous... Voilà, alors non, levez-vous, autrement on vous voit pas. Les gens qui nous suivent sur Internet vous verront pas. Vous êtes responsable de l'année de la milice, du système de milice. Vous avez beaucoup étudié la question. Vous avez entendu cette discussion. On dit qu'il y a des problèmes. Il y a on a besoin de professionnaliser le Parlement parce que les dossiers sont devenus très complexes. Vous voyez ce problème du côté des communes. Quels sont les problèmes des communes aujourd'hui pour recruter des gens pour siéger dans les législatifs communaux? Est-ce que le problème est important aujourd'hui? Oui, je pense c'est important qu'on voit tout le profil du système de milice. C'est vrai qu'on a discuté surtout de ces 246 personnes. Est-ce que c'est un parlement de milice, oui ou non? C'est une question importante, mais si on parle du système de milice, il faut élargir un peu le champ, puisque finalement, en ayant la démocratie directe, tout le monde est un politicien de milice. Donc tout le monde est un milicien, puisqu'on va au moins voter 4 fois par année, il faut du temps pour étudier, est-ce qu'on va voter oui ou non. Donc ça veut dire que finalement le système, la démocratie directe fait que tout le monde est par essence un milicien. Et une fois, et de l'autre côté, bien sûr, il y a le Conseil fédéral, tout le monde admet, c'est professionnel, les gouvernements cantonaux, les gouvernements des villes, les exécutifs. Et maintenant, on est en train de discuter du législatif au niveau fédéral. Est-ce que c'est déjà travail professionnel ou pas? Et on oublie un peu que, justement, 100 000 personnes font le travail quotidien dans les communes. Au niveau cantonal, il y a les législatifs qui ne reçoivent pas non plus beaucoup d'argent. Et finalement, il faut voir simplement où il y a la frontière. C'est ça la seule différence. Et au niveau communal, bien sûr, on voit que ça devient plus difficile de trouver des gens. Et là, il y a des différentes raisons à ça. Un est surtout un peu le côté immatériel. Normalement, on dit au niveau communal, il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de salaire. Il n'y a jamais eu ça. Ça a augmenté un peu, mais ça n'a pas changé la donne. Pourquoi? Puisque l'autre côté, qui comptait beaucoup il y a 20-30 années, c'était le côté immatériel. Un président de commune, ça comptait quelque chose. Donc il y avait du respect. Et de cet aspect-là, on n'a pas parlé en ce moment. Et si on parle maintenant des gens, il y a beaucoup qui veulent pas avoir une tâche de ce genre, puisqu'ils disent, personne ne me dit merci, mais si quelqu'un part de la commune qui est riche, il faut augmenter les impôts, je reçois les méchants mails, social media, etc. Et là, par exemple, un jeune de 30 ans qui veut être volontaire, il réfléchit bien, puisque, prenons l'exemple d'Amnesty International, si on veut aller là-bas être volontaire, on décide soi-même combien de temps je reste. Si ça me plaît pas, je quitte. On est entre des gens qui ont les mêmes intérêts, donc Gesinnungsfreunde, alors ça va bien, et on reste une personne privée. Quelqu'un qui prend une tâche communale, on attend qu'il fait au moins 4 années, plutôt on attend qu'il fait au moins 8 ans. Il est avec des collègues qu'il n'a pas élus lui-même. Ça veut dire que ce sont peut-être des adversaires politiques qui vont lui rendre la tâche difficile si c'est de l'autre bord de la politique. Et en plus, justement, on est une personne publique. Donc on est soumis à la critique du peuple. Il faut donner la main à beaucoup de personnes pour être élu. Et après, il faut supporter la critique. Et la société, le développement de la société fait que c'est plus difficile. Et c'est pour ça, encore une seule phrase,
c'est justement qu'on a fait, la société commune est initiateur avec la société civile et des organisations économiques, etc., de cette année du travail de milice, avec 2 buts. D'une part, justement, donner de l'estime à ces 100 000 personnes quand même qui s'occupent du bien commun, avec pour peu d'argent, avec beaucoup de critiques. Premier point. Deuxième point, c'est, il faut bien admettre, si on a de plus en plus de peine pour trouver des gens, il faut des réformes. Et il faut bien s'imaginer comment le système de milice fonctionne, par exemple au niveau communal, en 2030 ou 2040. Et pour ça, on a commencé à faire des concours d'idées, etc. On continue pendant cette année, dans le but, justement, plus d'estime pour ceux qui font déjà le travail, pour peu d'argent et avec beaucoup de critiques. Et deuxièmement, réfléchir au système de milice de 2030. Voilà, je vous reprends le micro. Peut-être juste un deuxième petit sondage. Qui, dans cette assemblée, est assez fou, d'après ce que vous avez dit, pour être un élu communal? Est-ce qu'il y a quelques élus communaux dans la salle? Ah, quand même, oui. Alors, je vois monsieur, par exemple. Alors, on est mal payé, on est critiqué par les citoyens. Peut-être vous levez aussi comme ça, on vous voit. Là, je me mets comme ça, vous tournez vers moi, comme ça les gens qui nous suivent en ligne peuvent vous voir. Qu'est-ce qui vous a pris de devenir conseiller communal? Alors déjà, premièrement, je pense pas que c'est un démon d'être élu au niveau communal. C'est aussi de devoir être engagé au plus près des gens qu'on connaît tous les jours et de pouvoir faire des choses concrètes directement. Parce qu'au niveau communal, on peut vraiment être actif sur les choses où on va voir la réalisation dans les jours, dans les semaines qui viennent ou dans l'année qui suit. Vous voyez ça aussi comme une vertu. On repense à Guillaume Tell, on l'a évoqué. Voilà, ce mythe du. Vous le voyez comme votre devoir de rendre quelque chose à la société. Je dirais oui. C'est aussi, dans le sens, un devoir. La société nous amène plein de choses, mais je le vois aussi comme plus au niveau idéologique plutôt, où la société dans laquelle on veut vivre, on doit aussi choisir comment elle veut qu'elle soit. Et donc le fait de pouvoir faire ça, c'est au niveau politique, donc c'est au niveau communal, au niveau cantonal ou au niveau fédéral. On parle des difficultés. Hein. Moi, je viens d'une commune à Genève. Enfin, j'ai grandi là-bas. Pendant une année, le maire était tombé malade. Et puis, il s'est retiré. Pendant une année, on n'a trouvé personne. Et la commune était sous un administrateur. Semble-t-il que c'est de plus en plus courant. Monsieur le disait tout à l'heure, Monsieur Muller, on essaie de trouver des solutions. Vous, votre solution, ce serait quoi pour redonner envie aux gens de dire qu'est-ce que je peux faire pour... je ne demande pas à l'État ce qu'il peut faire pour moi, mais ce que moi je peux faire pour l'État. Alors pour moi, ça commence déjà dès le début de donner la possibilité, donc ça aussi, et de donner envie aux gens de s'engager, dans le sens de du moment qu'ils prennent une décision, que ça rentre concrètement en vigueur, pas que ça prenne des détours, que ça soit jamais mis en place. Et quand je dis le plus tôt possible, c'est aussi de travailler avec les jeunes, de leur donner la possibilité que c'est au travers de parler aux jeunes, de conseiller les jeunes, de pouvoir s'engager, et au travers d'autres structures aussi. Il y avait encore quelqu'un qui avait levé la main là. C'était monsieur là, oui. Encore une fois, on cherche des solutions. Le système de milice, nos communes ne pourraient pas fonctionner sans. Que faire pour que des jeunes, d'autres jeunes comme vous, s'engagent sans être payés? Je ne sais pas, en fait, peut-être vous recevez quelque chose. Pas grand-chose. Comment faire pour que plus de gens s'engagent pour défendre ce système dont tout le monde est fier, mais que de moins en moins de personnes sont prêtes à vivre? Je crois que ce que M. Muller a dit avant est assez juste. Le système a besoin de réformes. Lesquelles par exemple, les conseils de jeunes, c'est évidemment une des solutions intéressantes pour engager auprès de la jeunesse. On a aussi toujours pas assez de femmes qui sont en politique, donc il faut trouver des solutions, par exemple de garde. Ça peut être des aides pour que les parents puissent venir aussi siéger dans les conseils communaux. Mais ça peut aussi être toute forme d'idée de valorisation du travail du conseiller communal. Ça peut être, par exemple, il y a des communes qui certifient aussi le travail que font les conseillers communaux, qui peuvent être des expériences qui sont plus ou moins bénévoles et qui peuvent être valorisées et valorisantes dans d'autres domaines de la vie. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt marqué à mettre ça en avant. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, mais qu'on retrouve, je trouve, en particulier au niveau fédéral, mais après dans tous les échelons en dessous, c'est quand même qu'il y a une complexification des dossiers, des domaines, alors les conseillers communaux, pour qu'ils se sentent à l'aise avec les dossiers qui sont compliqués, parce que quand on est à l'extérieur, on se dit, mais c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, il faut pouvoir former
aussi ces conseillers communaux, il faut pouvoir comprendre que finalement, il faut quasiment des fois être expert sur certains domaines, et donc il faut pouvoir accompagner les gens qui font ce genre de démarche. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et puis, il y a évidemment que les rémunérations dans les conseils communaux, alors c'est extrêmement important d'avoir toujours un système de milice. Aujourd'hui, dans la plupart des communes, il y a un défraiement pour les conseillers communaux, en tout cas dans les grandes communes. Et puis, ces questions de défraiement sont aussi importantes, notamment en termes de frais de garde, aussi, par exemple, à prendre en charge par les communes. Ça ne représente pas beaucoup de frais pour les communes et beaucoup de possibilités pour les élus de pouvoir se décharger d'une charge financière pour pouvoir s'occuper de ce mandat. Merci beaucoup pour ces quelques propositions. Je retourne à la table. Alors, on l'a vu, il y a une crise aussi au niveau des communes, qui sont pourtant la base du système politique suisse. Alors, peut-être un dernier tour de table. Il est 20h23. Comment redonner ce respect pour les politiciens qui s'engagent? C'est quelque chose qui a été évoqué. Les gens sont dans une situation de citoyens consuméristes. Ils attendent que les politiciens fassent tout pour eux, mais n'ont pas plus tellement de respect pour eux. Et puis, leur demandent des explications, peuvent être agressifs. Comment faire pour redonner envie? En quelques mots, Monsieur Comte. J'ai fait 12 ans de politique communale, donc je sais aussi ce que c'est, 8 ans au législatif et 4 ans à l'exécutif. Donc c'est vrai que c'est parfois, on a plus souvent des critiques que des compliments. Donc je crois qu'il faut, mais ça permet aussi de se forger une certaine carapace. Puis quand on parle de milice ou de professionnalisme pour le Parlement, par exemple, il faut pas oublier que la plupart des parlementaires justement ont été des élus communaux, cantonaux, donc ont été des miliciens avant. Donc ici à Berne, c'est un peu particulier parce que effectivement, au vu des tâches, de la charge de travail, il y a une rémunération qui est importante, mais il est rare qu'on soit parachuté au Parlement fédéral sans avoir effectué préalablement de nombreuses années de politique de milice. Donc on est aussi pleinement conscient des défis que ça représente. Et j'ai été pendant les 2 premières années de mon mandat ici, à la fois au Parlement fédéral et à l'exécutif de ma commune, dont j'ai pu voir les 2 aspects. Maintenant, c'est une question de société qui se pose. Comment renforcer le respect? C'est pas qu'à l'égard d'ailleurs de la politique, c'est à l'égard des médias aussi, qui sont aussi critiqués, c'est à l'égard des enseignants, c'est à l'égard de l'autorité en général aussi. Donc il y a une remise en cause de toute une série de repères qui existaient, qui n'étaient pas forcément contestés préalablement. Je crois qu'il faut aussi apprendre à vivre avec. Quand on fait de la politique, on est soumis à une certaine critique. C'est pas toujours évident parce que, notamment les réseaux sociaux ont aussi accentué un peu le phénomène où il y a un petit peu un déchaînement sur les réseaux sociaux. Les gens se permettent de faire des choses qu'ils ne feraient jamais s'ils vous ont face à face. Donc c'est des gens, ils peuvent vous serrer la main et 5 minutes vous traiter de la pire des manières sur les réseaux sociaux. Mais si j'avais la solution, je vous la donnerai. Madame Glauser, Oui. de manière un tout petit peu plus brève peut-être que Monsieur Comte, mais est-ce qu'il y a une solution à ce désamour pour la politique communale? Écoutez, moi je pense que, comme l'a dit Monsieur Comte, c'est vrai que c'est presque un fait de société. Les gens sont devenus un peu plus... Ils prennent les choses plus à cœur de ce qui les concerne eux-mêmes, mais je crois que quand même le citoyen qui a envie peut-être plus tard de faire une politique au niveau un peu plus cantonal ou fédéral, doit se dire, il faut peut-être commencer aussi un peu par servir sa propre communauté de communes ou de villages, et puis ensuite tranquillement on se fait remarquer. C'est aussi une façon de se faire remarquer en commençant dans sa commune, et ma foi, il faut avoir le cuir épais. Et puis se dire que ça va passer. Monsieur Mac, il y a un côté peut-être un peu prêchi-prêcha en disant il faut réapprendre aux gens à savoir s'engager pour la communauté. Il y a un côté un peu éthique, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans? Je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait vrai et de fondamental. Parce que je voulais, parmi les mesures que je voulais un peu souligner, au-delà des mesures concrètes pour mieux concilier vie professionnelle et mandat local, je pense que c'est de valoriser aussi symboliquement les vertus de l'engagement à l'échelon local. Je pense que c'est ce dévouement du citoyen de consacrer un peu de son temps pour la collectivité, c'est quelque chose qui fait la force aussi de notre système politique, de notre démocratie,
ancré à l'échelon local, du local jusqu'au Parlement fédéral. Et je pense que la campagne menée par Monsieur Muller pour l'Union des villes suisses, si j'ai bien compris, je pense c'est tout à fait admirable. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction. On termine par vous, Monsieur Schwab. Vous êtes un peu le gardien de l'institution ici, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Une réflexion pour terminer. Vous êtes, je ne sais pas comment on peut vous qualifier. Est-ce que vous êtes un fonctionnaire? Est-ce que vous êtes un élu? Vous êtes quand même élu par... Enfin, vous êtes un peu difficile à qualifier. J'ai envie de vous décrire comme étant le gardien de l'institution, de cette institution immatérielle qui fait la Suisse et son organisation politique. Votre impression, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner envie aux gens de s'investir et de se mettre au service du pays? Alors, loin de moi l'idée de donner des conseils qui valent pour toute la Suisse, mais en tout cas, pour ce qui concerne le Parlement fédéral, je pense qu'il faut prendre soin de cette institution. Il faut prendre soin de cette institution, il faut expliquer ce qu'elle fait, il faut la valoriser, il faut valoriser cet engagement des parlementaires, quels qu'ils soient, malgré tous leurs défauts, tout ce qu'on peut le reprocher. Moi, j'ai un immense respect pour le travail fait par les parlementaires, ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec tous les parlementaires. J'ai un immense respect pour ce qui se fait parce que c'est un état d'esprit qui est propre à notre pays. On a parlé des communes, mais on n'a pas parlé de tout le système associatif, toutes les chorales, tous les groupes de sportifs qui existent dans notre pays, qui fonctionnent grâce à ce dévouement pour la chose commune. Et finalement, on a un peu la peine, on a un peu tendance en Suisse à constamment s'autoflageller. Et je trouve qu'on ferait mieux d'être fier et de dire qu'on est fier, d'avoir un système qui fonctionne très très bien, une qualité de vie exceptionnelle dans ce pays, notamment grâce aux politiciens, grâce à tous les gens qui s'engagent. Et lorsqu'on regarde les baromètres de la confiance, baromètres établis par le Crédit Suisse, eh bien on constate toujours, et pour moi c'est une valeur qui est toujours intéressante, c'est de voir que la confiance dans le Conseil national et le Conseil des États reste toujours très élevé, toujours autour de 65-68%. Le tribunal fédéral passe un petit peu devant. J'ai lu, pas plus tard qu'hier, une étude qui a été faite en France sur la confiance qu'avaient les Français dans leurs députés. 8%. 8%. Et chez nous, c'est 65 et 66%. Donc, il faut prendre soin de cette institution. Il faut faire un travail d'explication. Cette plateforme qu'on a mis en place, elle est là aussi pour expliquer, loin des sujets politiques, loin des polémiques bistrotières, loin des bretteurs d'estrade, d'expliquer ce que c'est le travail quotidien des femmes et des hommes qui font cette politique. Et je pense que la presse a aussi un rôle éminemment à jouer pour expliquer cela à nos citoyens, mais prendre soin de cette institution parce qu'elle vaut vraiment la peine. Et on a parlé beaucoup d'argent. On a beaucoup parlé d'argent en disant est-ce que finalement l'argent est un facteur pour entrer en politique? Est-ce l'argent est un facteur pour accepter d'autres mandats? On est un des parlements les plus bons marchés en Europe. Imaginez le budget du Parlement, des services du Parlement, donc mon salaire, tous les collaborateurs, l'infrastructure et les parlementaires, ça représente 0,14% des dépenses de la Confédération. Ramené à 8,5 millions d'habitants, c'est 1 franc par mois. Je pense qu'à ce prix-là, on peut se dire que le retour sur investissement est très très bon. Voilà, ce sera le mot de la fin, cette vertu du système suisse qui crée une plus grande confiance face aux institutions. Il y a un côté un peu mystérieux, est-ce que c'est juste la milice, est-ce que c'est autre chose, c'est la démocratie directe, c'est un esprit de service à la communauté, peut-être un peu de tout ça. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat, aussi ceux qui nous ont suivis sur Internet. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée.